à tout le monde. Merci beaucoup de prendre le temps de parler du temps de crise en crise des temps. Et surtout, merci beaucoup à Marie-Paul Efliguer, Stéphane Noubzolou et Samuel Fonjala aussi de venir partager leur expérience, leur relation avec le temps. Et je pense que c'est une période très inédite, donc ça vaut la peine qu'on en discute. Alors, quelques petits rappels de base par rapport au fonctionnement de Zoom. C'est super sympa si vous pouvez, en tout cas les personnes qui ne sont pas appelées à parler là tout de suite dans la table ronde, mettre vos micros sur silence. Et puis, on va enregistrer. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran en petit carré, il faudrait couper votre caméra. Voilà. Et le replay sera diffusé après sur la toile. Et peut-être, si on a du temps, on fera des montages, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, il s'agit de la créativité qui viendra. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 2-3 petites infos sur l'association. Donc, je pense que vous avez vu passer que notre événement du 20 mars a été déplacé au 6 novembre. Donc, réservez la date dans vos agendas. Le programme définitif, il va sortir dans le courant de l'été, j'espère avant les vacances. Et on a dû revoir un petit peu le contenu. Et on se réjouit de pouvoir partager avec vous ce nouveau programme. Donc, l'événement, c'est l'entreprise du futur consciente et intuitive. Je pense que déjà là, j'espère que ça vous donne envie de venir, si vous n'étiez pas prévu de base. Donc, welcome. Et pour recevoir des informations, vous pouvez vous inscrire, vous abonner à la newsletter. Donc, sur le site des bâtisseurs du futur, dans le pied de page, il y a le lien pour vous abonner à cette newsletter. Comme ça, vous recevrez les informations, c'est sûr. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et aujourd'hui, on a démarré une étude sur l'entreprise du futur. C'est la deuxième vague. On avait déjà fait une première vague sur l'entreprise du futur au mois de février-mars. Et là, on aimerait comparer en fait les résultats parce que évidemment, je pense qu'on a bien changé depuis le mois de mars, surtout dans notre relation avec le digital et humainement certainement aussi, j'espère. Et donc, on aimerait en fait pouvoir comparer ces résultats et puis les transmettre au plus grand nombre. Donc, on a besoin que vous participiez à l'étude. Les liens sont sur LinkedIn. Il y a une newsletter qui est partie aussi. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir le lien. Et puis c'est aussi super sympa si vous pouvez partager à votre réseau parce que vous savez bien que plus on est à participer à une étude, plus les résultats ils sont pertinents statistiquement, quoi. Cool, merci Catherine. Et donc voilà, et puis on aura à la rentrée, on a l'assemblée générale en fait qui aura lieu, mais on confirmera la date, voilà, tout bientôt. Un événement après l'autre, voilà. Valérie, je te laisse la parole pour nous parler du temps. Bonjour à tous, merci d'être là avec nous, merci Valérie. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet si vous le voulez bien parce que voilà, nos repères temporels ont été chamboulés depuis l'apparition de la Covid-19 puisque c'est féminin. Le monde s'est figé et on peut dire que le temps s'est comme libéré. Et du coup, il nous a paru intéressant de se situer sur l'échelle du temps pour évaluer l'impact de cette crise en dégageant 3 tempos assez logiquement, j'allais dire, mais qui ont la particularité d'avoir leur propre dynamique. Alors, l'état d'urgence, tout d'abord, qu'on a tous vécu avec une certaine sidération, l'état d'adaptation dans lequel on était beaucoup en télétravail, et puis cette troisième phase qu'on vit là sur le rebond. Alors, je ne vous en dis pas plus parce que je voudrais tout d'abord que chacun de nos 3 intervenants qui ont eu la gentillesse d'accepter notre invitation se présente. Alors, vous permettrez, je ferai honneur aux femmes, Marie-Paul, Stéphane et Samuel. Marie-Paul, est-ce que chacun de vous, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et puis ce que vous faites, mais en, allez, 1 minute chrono. D'accord, je vais essayer. D'abord, je vous remercie. Je vous remercie pour l'invitation et puis donc je vais utiliser ma minute abonnement. Alors, je m'appelle Marie-Paul Efliguer. Vous pouvez me trouver
sous le site mph-development.ch. Je suis psychologue FSP, donc rattachée à la Fédération suisse des psychologues, master coach en leadership et communication, et puis diplômée en ingénierie de la formation. Alors avec tout ça, j'ai les outils nécessaires pour offrir des prestations de coaching professionnel, de la formation professionnelle, de l'accompagnement en cas d'outplacement avec notamment des bilans de compétences, mais pas seulement. Et puis, la grande partie de mes clients sont actifs dans des milieux très compétitifs et hiérarchisés. La banque, la finance, les assurances, la recherche, le monde académique, les hôpitaux. Et puis, j'offre différents types de coaching, des coachings spécialisés pour les cadres moyens et supérieurs, pour les femmes aussi, pour les personnes en situation de burn-out. Je pense que c'est une offre qui est pertinente aussi pour parler de la thématique d'aujourd'hui. Pour les doctorants, les postdocs, pour les personnes en réinsertion professionnelle. Voilà, en gros, mon type de client puis mon type d'offre. Et puis, ce que j'aime par-dessus tout dans cette activité indépendante, c'est vraiment le travail de déconstruction des stéréotypes et puis donc de déconstruction des idées rigides qui permet aux gens d'aller au-delà de leurs obstacles. Et donc, j'aime guider les gens dans le déploiement de leur carrière professionnelle. Tout ça, je le fais avec des outils scientifiques et puis en utilisant le jeu, l'humour et la curiosité. Voilà. Merci Marie-Paul. Peut-être Stéphane, tu peux te présenter? Volontiers. Merci aussi aux bâtisseurs du futur de l'invitation. Je suis toujours très content de partager les expériences avec vous. Et donc, je me présente, j'ai 51 ans, je suis né à Bienne, dans le canton de Berne. On l'entendra un petit peu par mon accent un peu jurassien, mais je pense que ça va passer. Et donc, je dirige depuis plus de 12 ans Abacus en Suisse romande, qui est basé justement à Bienne. Je pilote une 50aine de collaborateurs pour soutenir en fait un réseau de partenaires sur toute la Suisse romande. Donc, notre société est active dans le développement de logiciels de gestion d'entreprise. Donc, nous sommes une société qui développons des technologies. Mais au-delà de ces technologies, ce qui est important, c'est que nous avons une culture chez Abacus d'entreprise qui est orientée et axée sur l'humain. Donc, nous, ce qu'on recherche beaucoup, c'est de trouver une harmonie entre nos collaborateurs pour qu'ils puissent se développer, que les talents que nous engageons puissent se développer dans des environnements qui sont propices, si vous voulez, à la recherche et au développement de nos logiciels. Donc, c'est vrai que notre culture nous amène à ce que nos collaborateurs, évidemment, ont des choix de travail chez nous qui sont relativement libres. Je pense qu'on échangera tout à l'heure sur les changements qui ont eu lieu suite à la crise sanitaire et de voir qu'effectivement, en proposant des outils, en proposant des cadres de travail qui sont très, très différents des uns des autres, qu'on peut trouver une harmonie dans une entreprise. Donc voilà, Abacus, je pense que c'est quelque chose, un modèle assez particulier, singulier en tout cas aujourd'hui, et je suis toujours très, très heureux de partager notre expérience avec les personnes sur le marché. Voilà, rapidement, donc un petit peu la présentation de la société. Merci Stéphane. Samuel, tu nous dirais également un mot? Oui, alors bonjour, merci aux bâtisseurs du futur pour l'invitation. C'est une belle opportunité pour moi en tant que jeune entrepreneur. Donc, moi, je suis suisse, de métier cuisinier, passionné de sport. Et nous, on a lancé Fit Lunch en août 2017. Et en fait, le but de Fit Lunch, c'est vraiment un concept. On importe des matières premières de l'Amérique latine. On les transforme ici à la façon helvétique avec les producteurs locaux. Étant cuisinier de métier, j'élabore des recettes saines et gourmandes et ensuite on les distribue au niveau particulier et professionnel en Suisse. Donc voilà dans les grandes lignes. Bon, ça donne envie. Super. Alors, si vous êtes tous d'accord, on va aborder notre première phase. On a appelé l'état d'urgence.
où on a pu noter qu'en général, on manque toujours de temps pour mener à bien tous nos projets, puis particulièrement au sein des entreprises. Puis ce qui est un petit peu paradoxal avec la Covid, c'est que ce manque de temps pendant cette période d'urgence, elle s'est transformée en fait en un puissant accélérateur de prise de décision, notamment pour mettre en place la survie pour un bon nombre d'entreprises, quelle que soit la taille de l'activité de l'entreprise. Donc, un certain nombre de mesures, bien sûr, ont été prises dans ces conditions, dans tous les domaines, qu'il s'agisse des clients, des ressources humaines, de la trésorerie, des opérations et de la logistique. Et évidemment, la mise en place de ces mesures vous a certainement obligé à faire face à des enjeux d'un nouvel ordre. Ces nouveaux enjeux à relever en temps de crise sont, je l'espère, autant de défis que d'opportunités pour l'entreprise. Et c'est ça que j'aimerais bien qu'on interroge, et notamment avec Stéphane, où je laisse Valérie lui poser quelques questions. Merci. Alors, Stéphane, chez vous, chez Abacus, c'est quoi en fait quelle est la décision que vous avez dû prendre vraiment rapidement, et puis ouais, la plus grande décision que vous avez dû prendre rapidement et puis que vous conservez maintenant en fait, si vous pouvez déjà dire que vous allez la conserver, quoi. Bon, c'est vrai, alors c'est assez évident. Il y a eu tout de suite une gestion de crise, donc un comité qui a géré cette crise. On a nommé différents cadres et partenaires du groupe pour définir des mesures immédiates. Alors évidemment, pour nous, c'était très, très important de pouvoir protéger nos employés. C'est un devoir de l'employeur d'ailleurs, de pouvoir vraiment cadrer et protéger nos employés vis-à-vis de cette crise. Et donc, nous avons très rapidement fermé nos bureaux. Donc, ça a été assez radical chez nous. On a été précurseurs, on l'a fait avant même les décisions qui sont venues de Berne. Donc, la fermeture des bureaux et justement l'assouplissement sur le temps de travail, au sens que les collaborateurs ont pu rapidement travailler en home office. Alors, évidemment, nous sommes une société qui travaillons avec des outils informatiques. Donc, nous étions déjà organisés, nous, à l'interne, en tout cas, sur ces outils. Et on avait déjà tout moyen de pouvoir travailler à distance et communiquer entre nous avec des outils qui étaient déjà en place. Donc, c'est vrai que fondamentalement, en termes d'outils, on n'a pas dû révolutionner l'entreprise. On a pris toutes sortes de mesures pour créer des groupes de travail, créer en fait des environnements pour qu'on puisse collaborer entre nous. Et puis alors, une deuxième grande mesure, c'est puisqu'on est dans la numérisation des processus d'entreprise, ben nous aussi, nous avons un grand programme de formation qui permettait à nos clients partenaires de venir nous voir dans nos salles, et ce que nous avons transformé et en un temps record. Et là, je sais qu'on est très fiers de pouvoir dire que tous les cours et toutes les formations qui sont dispensées aujourd'hui, qui étaient dispensées avant avec un formateur et des élèves, nous les avons numérisés, nous avons fait des vidéos, nous avons fait des tutos, et donc on a totalement numérisé l'ensemble de nos outils de formation à la destination de nos clients. Donc ça, effectivement, c'était un accélérateur super intéressant qui aujourd'hui va évidemment continuer, et on va totalement partir là-dedans, sur les outils en fait didactiques. Ok. Et du coup, en fait, donc c'est plutôt des processus humains que vous avez dû mettre en place, tu vois, pour vous réorganiser, vu que techniquement, c'était OK. Non, mais c'est vrai que, alors il y a des équipes qui ont eu plus de peine parce on travaillait évidemment beaucoup en équipe, et donc il y avait une collaboration physique entre les personnes, puisqu'il y avait des gens qui travaillaient à plusieurs sur des projets. Et c'est vrai qu'on a remis en place de nouvelles organisations, mais je dirais tout à distance. Donc la grosse difficulté, c'est effectivement, c'est qu'on a une perception de peut-être perdre un certain contrôle qu'on avait de toute façon pas finalement, parce que c'est pas parce que les gens sont au bureau et physiquement là qu'on a en tout cas la perception de savoir ce qu'ils font, mais c'est pas du tout vrai. Mais c'est vrai qu'on perd un tout petit peu. Alors là, c'est vrai, les émotions que l'on avait entre nous, les petits gestes pour savoir si la personne allait bien. Et donc on a dû pas mal. Moi, j'ai fait toute une série d'appels spontanés avec les gens pour discuter autre chose, de savoir s'ils étaient en train de travailler, mais pour essayer de garder ce contact, ce lien humain avec l'ensemble de mes collaborateurs. Donc ça a été assez chargé, effectivement, de ce côté-là.
Et pour toi, personnellement, ou pour Abacus, c'est quelque chose d'important, en fait, cette relation humaine avec les collaborateurs. Elle est essentielle, Shabakis. Tu le sais, tu l'as vu chez Oui, mais nous. je sais, mais On est très, les très autres. proches. Alors, c'est justement ce qui peut peut-être se retourner un petit peu contre nous dans ce genre de situation où on s'éloigne, où tout à coup on est devant des écrans et plus justement autour d'un café ou autour de notre magnifique cafétéria pour partager un repas. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on a moins ce lien humain et on le compense par le fait qu'on a mis des outils qui nous permettent d'avoir la vidéo, la voix, mais qui ne se remplacent pas finalement. Donc, je suis content aujourd'hui, on y reviendra certainement sur la troisième partie de notre discussion. Le rebond est de se dire qu'aujourd'hui, je suis très content et heureux d'avoir réouvert nos bureaux, puis de pouvoir retrouver mes gens et de pouvoir repartager des moments avec eux. Ouais, ouais, ouais. Et Marie-Paul, pour toi, enfin, je vais tutoyer tout le monde, hein, comme ça va être plus simple. D'accord. Pour toi, tu as vécu, est-ce qu'il y a des choses en fait que tu as dû accélérer et puis tout d'un coup, tu vois, te prendre une décision et te dire, bon, en fait, cette décision, aujourd'hui, je sais que je peux la conserver par rapport à cette transition ou avec tes clients? C'est excellent comme question. Je pense qu'il y a certaines choses qui ont dû être entreprises très rapidement au moment à la mi-mars. Moi, j'ai également, j'avais des formations à donner, donc j'ai dû évaluer mes scénarios, enfin retravailler sur mes scénarios pour les rendre digestes à distance. Donc ça a supposé beaucoup de travail en peu de temps, mais l'expérience était vraiment très intéressante. Donc j'ai donné plusieurs formations à distance depuis la mi-mars et puis oui, alors j'affectionne énormément d'être dans une salle en présence pour donner une formation, mais n'empêche, il se passe des choses vraiment très intéressantes à distance aussi. Comme on est en train de le voir là maintenant, on a l'opportunité de partager avec beaucoup de confort dans le fond. Mais c'est un confort différent du confort en présence. Ça répond que partiellement à la question. La question, elle porte sur ce que j'aurais dû modifier de façon très rapide. Ben, évidemment, tout ce qui est de l'ordre des rencontres avec les clients. Donc, tout a basculé dans le virtuel quasiment du jour au lendemain. Ce qui a généré une certaine fatigue, en fait, de ma part, parce que le travail en présence suppose probablement d'autres compétences cognitives. En basculant directement tout à distance, j'ai trouvé que la transition, pour moi, elle était difficile. Pour mes clients, pas du tout. Parce qu'on absorbe facilement 1 heure ou 1 heure et demie dans le virtuel comme ça. Par contre, quand il faut travailler une journée entière en virtuel du jour au lendemain, ça demande un effort d'adaptation qui est important. Mais ça demande aussi, mais ça offre aussi quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'avais une vie dans laquelle je me partageais entre Genève, Lausanne, Martigny et Fribourg. Donc, une vie avec beaucoup de déplacements. Et puis maintenant, je suis vraiment dans des interrogations sur comment aménager différemment les choses pour garder un peu du confort de ce que j'ai découvert pendant le confinement, mais retrouver aussi le plaisir du déplacement, puis le plaisir d'aller visiter des atmosphères différentes à travers ces différentes villes et de rencontrer les gens en vrai. Voilà. Ouais. Donc toi, tu t'aménagerais en fait ton agenda un peu différemment en faisant peut-être un peu moins de déplacements Okay. Ça me semble fort probable. Mais après, pour moi, c'est encore une phase de transition. Donc, je suis en train de reconstruire de reconstruire et de réapprivoiser certains éléments de la vie d'avant, si on veut bien. Donc, c'est en construction. Mais l'idée, c'est ça. Ok, merci. Et Samuel, pour toi, ça s'est passé comment? Parce que toi, tu as de la livraison de produits, donc ça devait être chaud, quoi, cette transition sur le terrain, quoi. Tout à fait. Moi, je vais dire, par rapport à une grande société, ça a été peut-être plus facile à gérer parce qu'on est au démarrage, on est assez petit.
Donc oui, certes, il y a des réseaux qui se sont bloqués avec les professionnels, mais on a pu continuer quand même à avoir un service pour les particuliers et puis s'adapter à plus travailler à la maison et développer d'autres projets qu'on avait mis de côté. Ok. Et du coup, quels ont été tes réflexes, tu vois, tes décisions à prendre? Et puis, qu'est-ce que tu as conservé, en fait? Ou qu'est-ce que tu as envie de garder comme… s'il y a des habitudes, tu vois, qui se sont prises ou un nouveau mode de travail? Alors je pense il faut garder, ça nous a mis un message humain. Moi, j'ai beaucoup ressenti l'humanité dans ce qui s'est passé. J'ai vraiment envie de mettre en avant, euh, traiter les clients avec vraiment un beau service et vraiment avec passion et amour. Waouh. Bon, alors, si tu vas là-dessus, je vais te couper et puis je vais pas pouvoir continuer. C'est très, très beau. Merci. Waouh, ouais. Ok. Voilà, donc je rebondis. Stéphane, est-ce que dans la gestion des priorités, il y a eu quelque chose tu vois, de particulier, vous avez dû gérer, organiser l'agenda de manière différente? Ah, oui, oui, alors clairement, ce qu'on a assez rapidement vu et identifié, c'est qu'on a déjà eu une densité de rencontres virtuelles qui s'est accélérée. C'est-à-dire que moi, j'ai eu en tout cas euh, beaucoup plus de disponibilité de l'ensemble de mon réseau, que ce soit les clients et mes collaborateurs. Donc, on a pu énormément se parler de manière plus focus sur on a décomposé en fait nos projets. Avant, on parlait longtemps, pendant 3 heures, parce soit on se déplaçait, ou soit il y avait des rencontres qui étaient organisées. Donc, on densifiait plutôt les séances, alors que là, on a commencé à décomposer en fait par sous-projet. On a posé des projets beaucoup plus petits lots et voilà, quelque part décuplé le nombre d'appels et de rencontres virtuelles, ce qui fait que je trouvais qu'il y avait une vraie dynamique qui s'était créée et qui a duré, en tout cas, qui est bien sûr maintenant s'est estompée, mais qui a bien duré le premier mois, voire la première partie en fait de cette crise. Nous avons vraiment beaucoup échangé de manière très, très agile, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, c'est vrai qu'il y a des gens on a un peu perdus, puis qu'effectivement, de ce côté-là, on devait aller rechercher parce qu'ils avaient de la peine à organiser leur journée. Donc, c'est vrai que ça a pas mal changé. Le fait, alors, on l'a assez répété aussi, je pense que tout le monde l'a déjà entendu, il faut mettre des rituels dans les journées. Ça, c'est le problème lorsqu'on est confiné, de commencer sa journée, de presque aller faire le tour du quartier, puis s'habiller, puis se faire une petite douche, puis se mettre en route. Donc, ces rituels que les gens oubliaient de faire, on les a rappelés plusieurs fois parce qu'effectivement, il faut faire des pauses, il faut s'arrêter à midi ou à 1 heure, c'est égal. Alors, les horaires étaient très individuels et ça, c'est très bien. Par contre, il faut respecter justement ce rythme que nous avions avant pour quelque part se donner un petit peu d'air. Et ça, je pense que ça n'a pas toujours été très facile parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup trop, ils avaient cette culpabilité de devoir être toujours devant leur écran et disponible. Ça, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi pour déculpabiliser en fait le collaborateur de se dire, fais-toi ton après-midi de congé puis si tu travailles un peu plus tard ou un peu plus tôt. Donc, on a un petit peu cassé ces codes pour que les gens se sentent vraiment voilà, à l'aise avec ça. Ok. Et toi, non, parce que tu es quand même beaucoup en relation avec des clients, des revendeurs, des partenaires Abacus. Et du coup, comment tu as ressenti la relation avec le client ou les partenaires de plus être moins en présence? Ouais, il y a des sociétés qui ont pratiquement cessé leur activité avec nous en disant on se reparlera quand la crise sera terminée. Alors là, parce que peut-être les projets étaient moins importants. Et d'autres ont profité, c'est pour ça qu'on parlait d'opportunités de challenge. Nous, on a eu la chance d'avoir quelques clients qui nous ont boostés et qui fait qu'on a pu faire des formations à distance avec 30 personnes. Donc, imaginez-vous d'être devant un logiciel de gestion qui est quand même assez abstrait quelque part et pas très simple à utiliser, surtout Abacus, quelque chose de très très compliqué. Enfin, c'est pas vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est des écrans avec des champs, enfin, c'est des bases de données, et d'organiser des formations avec des 30 personnes à distance, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez incroyable. Il y a des gens qui étaient sur Lyon, sur Genève, et qui étaient sur différents cantons, et qui a relativement, genre je veux dire relativement bien fonctionné. Il y a des gens, la difficulté, c'est le temps, c'est-à-dire d'être 3 heures dans une formation. C'est de nouveau la problématique des lots.
on a aussi là décomposé les lots pour que les formations ne soient pas trop longues et pas sur des journées complètes. Voilà, donc, mais sinon, ça s'est relativement bien passé. On a compris qu'il ne fallait pas chaque fois se déplacer pour parler de tout et de rien. On pouvait très bien le faire à distance et je pense que ça va changer dans le futur. On n'ira plus partout, tout le temps en déplacement pour un rien. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un bon point aussi. Excellent, merci beaucoup. Sylvie, Oui. Floriane, il y a des trucs intéressants qui se passent dans le chat. Oui, alors il y a une question de Floriane justement qui demande à propos des formations qui se transforment en digital, sont-elles simplement digitalisées ou revues pour s'adapter au digital? Alors je ne sais pas à qui s'adresse la question, mais peut-être Marie-Paul, toi qui justement nous a fait remarquer que tu as dû rapidement transformer ces formations. Est-ce que tu les as simplement digitalisées ou bien est-ce que tu… Non, j'ai vraiment revu mes scénarios parce que une partie des activités ou des exercices que je peux proposer en groupe, en présence, serait extrêmement difficile à organiser à distance. Par contre, il y a tout un champ d'exercices qu'on peut aussi utiliser à distance. Enfin, l'outil Zoom, par exemple, offre énormément de possibilités pour l'enseignement à distance. Un bon outil, je trouve, pour ce type d'activité. Donc, je dirais que j'ai dû revisiter mes scénarios, mais ça ne signifie pas pour autant avoir dû réécrire du départ, en fait, from scratch, le contenu des formations. Donc, j'ai pu m'appuyer sur ce qui existe déjà, mais revisiter le scénario. Merci. Je vois la question de Rodika, elle est bien. Oui, exactement, j'allais y venir. Oui, ouais. Vas-y. Ah non, mais vas-y. Alors, j'y vais. Très bien. Donc, Rodika demande comment avez-vous géré les activités de prospection? Je ne sais pas qui cette question peut être posée. Je pense autant à Samuel qu'à Stéphane, mais on va peut-être laisser la parole à Samuel, vu qu'il était dans le lancement de ses activités. Au niveau de la prospection, comment ça s'est passé pour toi? En 2019, on a bien travaillé, on a fait un gros travail de terrain. Donc, en fait, la prospection, elle se fait maintenant, on va dire, pas toute seule, mais c'est juste du rappel, du suivi client, garder le lien par les réseaux sociaux, les emails, un petit coup de téléphone. Et puis, c'est comme ça qu'on a pu faire la vente directe malgré le confinement. Stéphane, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Pour la prospection, il faut être clair. Nous, on a des budgets marketing qui sont assez importants et je dois avouer qu'on a quand même assez rapidement constaté qu'il ne fallait pas non plus trop insister. Les gens n'étaient pas du tout ouverts à de la nouveauté. Donc, je dois vraiment quand même dire que là, nous avons très vite pris des mesures. On le sait, tout l'événementiel s'est totalement arrêté. Donc, nous, on a continué de travailler sur les réseaux sociaux, de faire quelques actions. On a un petit peu, on a même radicalement descendu l'activité de prospection, en tout cas pendant ces périodes-là, c'est sûr. On n'a plus beaucoup investi en prospection. On a fait, comme le dit notre interlocuteur de tout à l'heure, c'est d'avoir plutôt fait du rappel sur l'existant. On a eu de la peine à aller chercher du nouveau client, en fait, voilà, du prospect à froid. Ça, on a un peu interrompu cette activité. Ouais, mais oui, je pense que l'être humain n'était peut-être pas hyper disponible pour ça, quoi. Ouais. C'est ça, oui. On a remarqué, alors on a eu beaucoup de sollicitations de sociétés qui se remettaient en question, ça oui, c'est venu de manière plus spontanée alors par le marché, mais nous, en prospection, je dirais, en démarrant des campagnes, en lançant des idées là sur le marché, non, on a interrompu ce genre d'activité-là pour se concentrer plutôt sur notre part client, sur l'interne, sur l'organisation et moins sur l'externe. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup, Diane, c'est parfait. On est pile poil dans le temps. Donc, Valérie, je te laisse nous parler de la phase d'adaptation. Alors, je crois qu'avec ce que vous dites et vos témoignages, tous les trois, on est déjà rentrés dans un nouveau rituel lié à cette phase d'adaptation.
où il a fallu gérer le quotidien compte tenu des mesures subies ou choisies qui ont été mises en place pendant cet état d'urgence, qu'il s'agisse de la pratique généralisée du télétravail, des RHT, de la mise en chômage partiel, ou au contraire d'un travail accru pour certaines entreprises. Donc, voilà, on se doute que ça vous a fait vivre encore une nouvelle expérience par rapport à notre échelle du temps, avec peut-être d'autres défis encore à relever. Et peut-être que Marie-Paul peut nous répondre sur certaines questions que Valérie poserait. Hein, Marie-Paul? Oui. Marie-Paul, toi, comment tu sens qu'on peut gérer, nous, êtres humains, en fait, cette énergie, tu vois, entre les changements de rythme, quoi, tu vois, à long terme, quoi, parce que là, ça a quand même duré un petit moment, cette phase d'adaptation, même qu'on a l'impression qu'on est quand même encore un peu dedans, quoi. Donc, on est dans une autre phase d'adaptation maintenant. Bon, Valérie, je vais répondre à cette question avec grand plaisir. Mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur un ou deux trucs que j'ai entendus tout à l'heure, que je trouvais ça très intéressant. Vous m'autorisez de prendre cette liberté, n'est-ce pas? oui, vas-y. Rapidement. Après, on te cadrera. Merci beaucoup de me cadrer. Donc, j'ai trouvé très intéressant la remarque sur la prospection pendant cette phase où il y a une énorme perturbation dans la vie de toute la population. C'est clair que le premier élément qui nous intéresse dans un moment de crise comme ça, aigu, où on ne sait pas du tout ce qui va arriver, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, c'est certainement pas la curiosité pour la nouveauté, mais le besoin de sécurité. Donc, ça me semble vraiment être l'élément, l'aspect de base avant de parler de gestion de l'énergie à moyen, long terme, etc. Mais c'est vraiment intéressant comme question parce que dans la question de la sécurité, on n'a pas tous la même définition. Donc voilà, on a rigolé des gens qui achetaient du papier hygiénique, il y en a d'autres qui ont eu pour définition de la sécurité d'autres éléments. C'est vraiment propre à chacun, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment aussi un comportement ou un besoin qui est vraiment fondamental, de se mettre dans une forme de sécurité. Même si on ne maîtrise pas tout, et puis qu'il y a ces grandes inconnues par rapport à ce qui va se passer, comment les choses vont se dérouler. N'empêche, une fois que la sécurité, elle est en tout cas partiellement garantie, il s'agit ensuite, pour durer dans cette phase d'adaptation, de structurer son temps en fait. Et puis, moi, ce que j'aime proposer, c'est de réfléchir sur structurer son temps, mais en commençant par le temps qui est hors du temps de travail. Parce que ça amène de la clarté. Si on sait ce qu'on aimerait faire après le travail, on est certain de limiter le temps de travail. Et puis, du coup, d'augmenter son efficacité aussi dans le temps de travail. Et puis, d'ailleurs, ça rentre d'une certaine manière en résonance avec ce que Stéphane disait tout à l'heure, qui concernait l'encouragement à une partie des collaborateurs à instaurer des rituels, prendre des pauses, etc., se donner de l'air sans culpabiliser. Je trouve vraiment très intéressant aussi cette partie-là. Évidemment, si la culpabilité, elle rentre dans la formule, on va s'épuiser à essayer de faire des choses sans y arriver vraiment. Donc, l'idée de commencer par planifier le temps hors du travail, ça me semble toujours appétissant. Comme ça, on a envie de le faire. Donc, c'est plutôt efficace comme stratégie de commencer par là. Et puis, il y a aussi la question des transitions entre le temps de travail et puis le temps privé. D'ailleurs, Stéphane le mentionnait en disant faire le tour du pâté de maison, prendre sa douche, prendre son café, puis se mettre au travail. J'ai entendu ça également de certains de mes clients qui ne travaillent pas nécessairement chez Abacus, mais vraiment cette idée de sortir, faire le tour du pâté de maison, puis un peu comme si on marchait pour aller travailler. Donc, la question des transitions, c'est aussi très important, pas seulement le matin, mais en fin de journée, justement pour basculer dans le temps privé
et puis dans les projets privés ou dans ce qu'on a envie de faire pour se ressourcer. Alors, on voit tout le sens aussi de commencer par planifier le temps hors du temps de travail, parce qu'il s'agit de se ressourcer en fait. Et puis donc de soigner son énergie, et puis donc d'être plus efficace au travail. Alors bien sûr, après il y a des grands classiques du type dormir, manger, bouger, etc., qui sont super importants pour durer et puis pour garantir une hygiène de vie, mais aussi des performances nettement meilleures. Ça protège aussi de l'épuisement professionnel. Donc, c'est vraiment très important. Une fois qu'on a tout ça, alors on peut basculer dans la partie planifier les tâches professionnelles de manière réaliste, bien sûr. Avec vraiment une part du temps réservée pour les imprévus, pour les demandes urgentes, etc. Ensuite, si je vais dans un autre niveau de réponse, qui est plutôt il y a un niveau de comment on gère sa propre énergie au quotidien dans l'activité professionnelle. Il s'agit vraiment de reconnaître ces rythmes, en fait, les rythmes ultradiens, les rythmes propres au corps, et puis ces rythmes qui vont influencer notre capacité d'attention. Donc, ça suppose quand même pas mal d'observations sur comment on est efficace, comment on se sent face au travail. Combien de fois on lit la même chose avant de percuter ce qu'on lit ou de ne pas percuter du tout. C'est un signe assez flagrant de fluctuation d'attention, en fait, quand on est en train de s'évertuer à lire quelque chose mais qu'on ne comprend pas. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de reconnaître qu'on fonctionne comme un iPhone, comme une batterie d'iPhone et pas comme un lapin Duracell. Donc qu'on a besoin de pauses régulières. Donc on doit charger son iPhone régulièrement dans la journée. Enfin, nous aussi, on a besoin d'être chargés. Quand tu dis pause régulière, alors ça veut dire, je fais exprès, hein, mais… À 45 minutes quand on fait une vidéoconférence, par exemple. Ouais. Non, là, vous respirerez à 17h, d'accord? Oui, c'est moi, j'ai pris mon souffle. Et si tu as besoin en fait de renforcer tu vois, la proximité ou ce sentiment d'appartenance à l'équipe, parce que si elle a été, tu vois, le fait de télétravailler, en fait, tu es chez toi, donc tu es loin des autres. Humainement, tu peux avoir un manque, quoi. Tu vois, à part la culpabilité de devoir, de te sentir obligé d'être disponible derrière ton écran, mais je sais qu'il y a des gens qui étaient tout seuls chez eux. Enfin, moi, j'étais confinée en famille, Oui. d'autres problèmes. Mais voilà, comment tu gères en fait ce lien en fait humain avec l'entreprise quand tu es loin des yeux? Pas nécessairement loin du cœur. Effectivement, c'est une super question. Je trouve la question vraiment très intéressante, mais après, je suis vraiment pas certaine qu'on peut y apporter une réponse unique. Et puis, c'est un petit peu embarrassant, c'est pas parce que j'aime la complexité par-dessus tout, mais j'ai observé des gens qui étaient très satisfaits d'être dans un travail à distance, alors qu'ils étaient isolés vraiment à vivre seuls, hein, mais donc célibataires, sans contact avec personne. Mais ils étaient vraiment satisfaits du travail à distance parce que, c'est ce que j'ai entendu, parce que les réunions étaient efficaces. Donc, que l'efficacité des réunions était nettement meilleure qu'en présence et que du coup, c'était très satisfaisant. Ils avaient l'impression de récupérer de l'énergie comme ça, afin d'éviter de gaspiller leur énergie. Et puis, pour le contraste, hein, j'ai aussi entendu des gens qui se sentaient complètement abandonnés, qui étaient aussi célibataires, donc complètement isolés, qui se sentaient complètement abandonnés à eux-mêmes, et puis que ça pouvait même atteindre le questionnement existentiel. C'est du type, est-ce qu'on sait seulement que j'existe dans mon institution ou dans l'organisation pour laquelle je travaille? Alors ça, c'est vraiment très, très dur
à traverser en fait comme collaborateur. J'ai aussi entendu des réunions qui se passaient pas du tout, comment dire, des remarques sur des réunions qui prenaient beaucoup d'énergie parce qu'elles étaient déstructurées et qu'elles duraient trop longtemps, sans pause d'ailleurs. Voilà, donc c'est difficile de donner une réponse unique. Mais ce que j'ai pu observer aussi, c'est que finalement, les équipes qui fonctionnaient avec des structures de travail déjà bien mises en place, du type la réunion d'équipe du lundi, et puis des réunions par projet, etc. Dans ces équipes-là, les collaborateurs étaient très satisfaits de maintenir ces réunions, qui étaient vraiment des points de repère dans la semaine. Pour certaines personnes qui n'avaient pas cette même qualité d'organisation du travail, ça a été nécessaire de mettre sur pied des points de contact comme ça. Après, je sais aussi qu'une grande partie de mes clients a organisé des Skyperos. Le problème, c'est que c'est quand même assez fatigant et puis que la distribution de la parole, en fait, dans le Skypero, c'est pas du tout, ça correspond pas du tout à ce qui se passe dans un bistrot après le travail. Donc, les gens se sont lassés assez rapidement pour ceux que j'ai pu entendre me parler de ça. Hein. Les gens se sont lassés rapidement quand même de cette alternative-là. Je pense que dans la vie de la plupart des clients, il y a eu une organisation au bout d'un certain nombre de semaines avec des contacts, enfin des rencontres en présence avec des gens, bien qu'il n'y ait pas de contact physique, mais des rencontres en présence avec les gens. Puis ça redonnait de la vie, en fait, ça redonnait du 3D, de la 3D dans la vie de ces gens qui vivaient de manière très isolée. Oui, merci beaucoup Marie-Paul. Moi, j'ai entendu aussi des entreprises en fait où ils ont mis des programmes en place et c'est le CEO qui a ordonné ça en fait à ses managers en dessous avec des responsables de programme que chaque manager prenne 15 minutes vraiment pour appeler sincèrement ses collaborateurs pour voir comment ils vont, quoi. Un peu comme Stéphane a fait. Mais là, c'était vraiment, tu vois, dans une très très grosse boîte avec des collaborateurs dans le monde entier. Enfin, waouh, c'est pour garder le lien humain, quoi. Ouais. Je pense que c'est. Alors, Stéphane, je peux juste rajouter quelque chose et puis. Je pense que c'est vraiment très important parce que l'employeur, finalement, il a sa part de. Voilà, il est quand même responsable du bien-être au travail de son employé, son collaborateur. Ouais. Donc, le fait d'appeler pour vérifier où en est le collaborateur, ça soigne en fait la dimension humaine et c'est absolument capital pour engager les gens dans leur travail. Oui, voilà, c'est sûr. Voilà. Stéphane, si tu voulais dire. Dans la même idée, on a créé par exemple un channel Pause Café, justement, où on a commencé des challenges où les gens à la maison devaient, sur un sujet donné, commencer de faire un challenge et les autres devaient chaque fois rajouter une nouvelle dimension ou un nouveau scénario au challenge. Et ça a créé au début cette espèce de lien comme ça qu'on a eu entre nous, une espèce de lien qui était off et que les gens se sentaient assez libres. C'était assez intéressant tout à coup comme les gens ont pu tout à coup parler de leur quotidien off, mais au travail. C'est-à-dire qu'on était en train de travailler dans les heures de travail. Ce n'était pas des pauses café, genre on nous que se parler à partir de 17h ou avant 8h le matin. C'est toute la journée. Il y avait une espèce de fil conducteur des pauses café où les gens postaient leurs photos, racontaient des histoires. On a fait des challenges sur des musiques qu'on devait trouver sur les emojis. Vous avez connu les challenges emojis. On a trouvé le nom d'une chanson en mettant 3 emojis. Enfin, tous des trucs comme ça qui ont créé une espèce de lien social autre que celui de dire est-ce que tu as fini ton projet, est-ce que tu as fini ton bout de code source sur ton programme. Voilà. Ouais, super idée. Merci beaucoup pour le partage, Stéphane. Samuel, chez toi, comment tu as perçu en fait la gestion de ta vie perso? Tu as bossé tout le temps ou comment ça a été? Tu as réussi à avoir du temps pour toi, pour faire des pauses? Alors, moi, j'ai toujours une philosophie de vie, en fait.
quand il y a des obstacles qui se présentent à moi, je me pose un petit moment et je me demande en fait toujours qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation. Et en fonction de ça, j'arrive à réagir rapidement et m'adapter à la situation. Et c'est vrai que je suis un passionné de sport, donc j'ai dû trouver des moyens pour me, me faire une petite salle de fitness ici dans mon bureau, où je m'entraînais tous les jours ici avec ma copine à la maison, et puis allier les horaires entre elles, mon travail, m'enfermer dans les bureaux, toujours être sur les réseaux sociaux, et puis faire vraiment beaucoup de bureaux, refaire ma compta. Enfin, je me suis occupé. Et j'ai gardé le contact aussi avec mon associé. On faisait des séances vidéo tous les lundis pour faire le point. Et voilà, on s'est adapté à la situation. Ok, ok. Et chez vous, est-ce que vous avez eu droit, parce que ouais, en start-up, vous avez eu droit au RHT ou ce genre, tu vois, je pense, moi j'ai l'impression, enfin, tu vois, dans ma sensation de la start-up, en fait, c'est que tu démarres, donc tu vas à fond, tu vas pas commencer à te poser la question si tu travailles à 80% ou, tu vois, ou si tu dois réduire plus ton travail, quoi. Tu n'as pas tellement le temps de te poser la question, j'ai l'impression. Mais ou est-ce que vous vous êtes dit, ouais, on doit vraiment ralentir et, Effectivement, nous, on est une start-up, donc on vient de tout investir, tout ce qu'on avait dans la société. On n'a pas le choix, il faut que ça réussisse, il faut que ça marche. Donc, on doit y aller à 1000%, encore plus que les autres. Et malheureusement, on n'a pas reçu d'aide de l'État. On s'est adapté comme on a pu. Heureusement pour nous, en 2019, on a bien travaillé et juste avant le confinement, on a eu l'accord d'une banque qui nous a suivis. Donc, on a une certaine sécurité quand même. waouh, les choses, des fois, elles s'arrangent bien hein, quand même. Tout à fait. Merci. Je vois qu'il y a des super questions dans le chat. Floriane, tu en as relevé une, je crois. Oui, alors il y a une question de Rodika qui demandait en fait à propos de la gestion de l'énergie. En fait, elle disait qui a profité de cette période pour prendre des vacances, donc confiné, mais finalement en vacances pour recharger son énergie. Alors, je ne sais pas s'il y avait une personne en particulier à qui Rodika voulait poser la question, mais est-ce que ça parle à quelqu'un peut-être Stéphane, ou je ne sais pas si… Nous, chez Abacus, on a aussi pour des mesures, mais alors là, on est plus on parlait de sentiment de sécurité et nous, ce qu'on doit aussi donner à nos collaborateurs, c'est qu'ils se sentent en sécurité chez Abacus et qu'ils ne se sentent pas menacés par ces crises en termes d'emploi. Et donc, on a pris pas mal de mesures pour justement que la société, lorsque ça repart fort, et ça va repartir certainement, et on l'espère tous, on ne sait pas vraiment quand encore on sera complètement déconfiné, ça prendra encore quelques mois. Je pense que là, il ne faut pas non plus brûler les étapes, mais on a imposé des vacances. Donc, pour répondre à la question, je ne pense pas que les gens étaient forcément très heureux de prendre des vacances pendant cette période-là, alors que justement, ils ne pouvaient pas vraiment sortir. Donc, c'est plus une imposition de prise de vacances pour que les collaborateurs, lorsque le monde repartira, qu'on n'ait pas la moitié du monde qui soient tout à coup en vacances alors qu'on aura besoin d'eux. Donc, on a un tout petit peu géré cette problématique des heures supplémentaires, des vacances un petit peu imposées pour se préparer à un avenir et pour être complètement opérationnel à la reprise. Okay. Je n'ai pas moins fait de vacances, pas un jour de vacances, mais ni d'inactivité. Par contre, je ne peux pas en parler au nom de mes collaborateurs s'ils ont vraiment pu profiter de se ressourcer pendant cette période. Ça, je n'ai pas encore eu ce feedback. On va en parler prochainement avec eux. Rodika avait envie d'avoir le retour en fait de tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit pouce en bas dans la barre d'outils sur les réactions, de lever le pouce si vous avez pu profiter du ralentissement pour vous ressourcer. On ne peut pas aller sur le mode vacances, mais… Est-ce que je peux ajouter ou peut-être amener juste une nuance pour ce que j'ai pu observer, je crois que la plupart des gens se sont quand même posé des questions sur leur rythme de vie. En fait, cet événement inattendu qui a bousculé nos vies et puis qui nous a arrêtés en même temps, ça a généré
une espèce de mise en perspective des vies de chacun. C'est fini. Bon. Tu peux quand même finir ta phrase. Impératif. Vas-y. On a Donc, quand même un petit peu de marge. donc le ralentissement, il a été, dans tous les cas, il a été mis à contribution de ce questionnement, de cette mise en perspective. Après, je ne suis pas certaine que ce soit le meilleur moment pour se ressourcer, parce qu'il y a quand même, comment dire, c'est tout relatif. Vous voyez, normalement, le maximum du ressourcement devrait arriver dans une situation où on est vraiment super confortable, on a à se préoccuper de rien du tout. Là, il y a quand même une ombre au tableau, quoi. Donc voilà, c'était juste une idée comme ça, peut-être pour réfléchir davantage lors d'une autre discussion. Oui, comme dit Dominique, quoi, il y avait quand même, c'est une période où il y a eu quand même eu beaucoup d'anxiété et puis d'inconnu, quoi. Donc voilà, après, on deal avec ça tous comme on peut, quoi. On passe à la troisième étape, au rebond. Qu'est-ce qu'on dit, Valérie? On dit le rebond. On dit surtout, je crois que j'entends une certaine capacité de résilience, parce que la question se pose de comment absorber un tel choc et puis comment rebondir. Voilà, tout dépend, je pense, de sa capacité de résilience qui elle-même dépend largement de la situation de l'entreprise avant crise. Avec une question principale en toile de fond sur l'incidence du degré de digitalisation de l'entreprise dans sa rapidité à absorber le choc. Donc du coup, là, je pense qu'on rentre là dans une phase de temps long qui risque de durer et qui consiste à se rassembler pour trouver en soi les moyens de rebondir, également à anticiper pour transformer les menaces en opportunités et puis à imaginer pour bâtir le monde de demain. Donc là, beaucoup de questions que je propose que Valérie pose. Samuel, toi, étant en start-up, tu vois, tu as le côté, là en ce moment, tu as dû gérer les urgences, les médias, mais tu as quand même en fait une vision, je pense, à long terme pour ton entreprise, en tout cas pour ta stratégie, où tu veux aller. Est-ce que tu arrives à sortir la tête du guidon pour voir le long terme ou tu es vraiment focalisé là maintenant sur ce que tu dois gérer dans l'urgence là maintenant? Alors les deux, je vais dire. En fait, on a quand même posé une stratégie qui est bien réfléchie. On a optimisé aussi nos charges, donc on peut s'adapter en cas de crise. Maintenant, on avait des projets, on a tout un plan d'action en fait qui est mis en tant que start-up. Donc on continue à faire le chemin sur ce plan d'action et à respecter les délais de nos projets. Le cas de la crise du Covid, en fait, ça nous a simplement fait placer les priorités de ce qui était en stand-by en premier lieu. Et du coup, on a bossé tout ce qu'on pouvait faire à la maison, les marketing digitaux, les réseaux sociaux, on a fait notre site internet. On a utilisé beaucoup de plateformes avec des grosses sociétés comme la Baloise, des amis qui ont des plateformes d'annonces. Et ça nous a généré du trafic, on a augmenté un petit peu notre visibilité. On a aussi beaucoup fonctionné avec les clients dans le relationnel. On a créé des concours. Les gens, ils étaient à la maison, ils s'ennuyaient. On a essayé de créer des défis, les occuper, dialoguer avec pour vraiment créer le buzz. Et ça a bien fonctionné dans l'ensemble. Ok, et ça, toi, tu as le sentiment que je pense que peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais est-ce que ça vient nourrir en fait sur ce que tu as mis en place en fait dans ta communication, ton marketing digital? Est-ce que ça c'est durable? Est-ce que ça vient, tu vois, consolider en fait ta relation, ta présence? Parce que si j'ai bien compris, c'était quelque chose que tu avais prévu de faire plus tard. Et puis, du coup, tu l'as fait maintenant. Et est-ce que d'avoir dû inverser,
perturbe ou… Non, ça ne perturbe pas du tout parce que nous, à la base, on a créé une marque. Donc, en fait, on doit prendre la notoriété. Donc, on n'a pas de point de vente actuellement. On peut que grandir et aller de l'avant, avoir plus de succès. Et on a aussi des belles opportunités qui se présentent à nous malgré la crise. Donc, je suis serein pour l'avenir malgré la situation. On prend quand même on va dire des risques d'entrepreneur, mais je pense que ça va aller plutôt dans le côté positif. Ok. Et du coup, est-ce que tu as 2-3 actions en fait, que tu as pu mettre en place sur, par exemple, ton site internet, qui sont des choses qui vont être durables pour la suite? Je ne sais pas, peut-être de la vente en ligne ou… Oui, tout à fait. Donc, nous, avec le Covid, le réseau des restaurateurs s'est totalement figé, vu la fermeture des restaurants. Et actuellement, ça reprend de manière très timide, on va dire ça comme ça. Donc, on a dû créer d'autres réseaux, enfin, augmenter les ventes sur le particulier. Et pour ce faire, on a fait un shop en ligne. Ils peuvent commander maintenant par Internet. On livre dans toute la Suisse. On fait de la vente directe. On a une agence de marketing digital et ça va de mieux en mieux. Donc, ça commence à bien fonctionner. Du coup, ça veut dire que vous avez dû revoir votre manière de livrer? Parce que j'imagine que si tu livres à plein de clients dans toute la Suisse par rapport à quelques restaurants, enfin moi je compare en fait un peu, tu vois, par exemple à des vignerons qui livraient à des restaurants, puis finalement ils ont plus de petites quantités à livrer à beaucoup de gens par rapport à une grosse quantité à livrer à quelques points de vente. Mhm. Alors, la partie logistique, on a mis en place vraiment un bon modèle logistique parce que toute la partie entreprise, elle est déléguée à notre glacier qui nous livre pour toute la Suisse. Nos stocks, ils sont chez eux directement et ils passent commande directement chez le glacier. Nous, on a gardé la main mise sur la partie particulière et on a nos stocks ici à 10 minutes de chez moi. Et c'est moi qui peut aller, on va dire, jusqu'à 20 à 30 kilos. C'est moi qui livre dans toute la Suisse avec des mesures professionnelles, les normes hygiéniques et tout, la totale. Ouais. Et en fait, ça, c'est quelque chose de durable ou tu vas pouvoir conserver ce mode de fonctionnement pour la suite? Alors oui, tout à fait. Parce que du moment que les restaurants rouvrent, ben, les commandes vont reprendre. Ça a déjà un peu repris. Et puis la partie, on va dire, particulier, on fait les publicités sur les réseaux sociaux avec les agences. On a des nouvelles stratégies qui arrivent. Donc, ça fait que d'augmenter les ventes. C'est juste que le marché maintenant doit reprendre. Ça reprend timidement. Ouais. Et pour encore, on va dire, accentuer notre chiffre d'affaires, on est dans la reprise d'un établissement très prochainement où on pourra écouler toute notre marchandise pour Fit Lunch. Ouais. Et c'est super le restaurant. J'ai perdu ma question du coup. Je trouve c'est super. Donc, bon ben voilà, écoute, elle me reviendra peut-être, j'espère. Toi, Marie-Paul, tu as pu, tu vois, tu disais tout à l'heure, c'était une question, une période un peu particulière. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de prendre du recul pour pouvoir poser des questions pendant cette période, pour voir ce que tu veux garder ou changer dans ta vie ou, tu as eu cette occasion-là? Oui, alors comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ça concernait davantage mes déplacements et puis l'organisation de mon temps. Mais dans le fond, je crois que les psychologues, on a quand même beaucoup travaillé pendant cette période. Donc, comment dire, je n'ai pas le sentiment d'avoir… J'ai eu un sentiment de grande continuité, même s'il y avait ce facteur de virtualité qui s'est rajouté à mon quotidien professionnel. Et puis, le facteur d'économie de temps de déplacement. Donc, je n'ai pas le sentiment d'avoir eu une opportunité à proprement parler de réfléchir à une nouvelle stratégie ou de créer des choses totalement nouvelles pour mon futur professionnel.
ça peut encore se donner, hein, mais pour le moment, j'ai plutôt l'impression que c'était assez continu comme ça. Même s'il y a toutes ces questions qui ont émergé sur le sens des déplacements et puis de l'organisation de l'agenda. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment ces points-là qui sont en cours d'élaboration. Mais je dois dire que je me réjouis énormément aussi enfin, je suis en train de recommencer à me déplacer. Donc, je suis ravie de retourner en présence, rencontrer mes clients en même temps. Voilà, j'ai pas de réponse plus élaborée pour le moment. Je crois que c'est vraiment encore un processus. Ouais, c'est ça, c'est un peu tôt en fait. Parce que moi, j'ai le sentiment là maintenant, tu vois, on parle de rebond, c'est comme si cette période, en fait, finalement, elle avait été hyper courte, quoi. Sur le moment, elle avait l'air très longue et puis finalement, j'ai l'impression qu'elle était très, très courte. En tout cas, là, moi qui suis en pleine accélération, c'est la sensation que j'ai. Moi, j'ai le sentiment qu'on a dû s'adapter en fait tout du long et puis qu'il y a eu un gros moment, une espèce d'acmé comme ça, de stress, mais qu'après, on a vraiment dû s'adapter tout du long. Puis maintenant, on est encore dans une phase de transition. Donc, c'est une phase dans laquelle on doit, à mon sens, encore faire appel à beaucoup de stratégies pour s'adapter, hein. Et puis, D'ailleurs, j'évoque souvent le fait des interprétations de comment on doit se comporter. Il y a beaucoup d'interprétations. Donc, c'est quoi la bonne distance maintenant? Comment on doit se comporter les uns avec les autres? Donc voilà, ça suppose donc beaucoup d'adaptation. Ouais. Stéphane, tu as aussi cette sensation-là, en fait, qu'on est encore en train de s'adapter? Complètement. J'acquiesce aussi. Et puis, je trouve que le fait qu'il y a tout à coup maintenant moi je pense on parle de rebond, mais je trouve effectivement que nous sommes encore en plein dans cette phase où on est dans l'adaptation, on recherche nos nouveaux repères. Personne ne sait vraiment comment se comporter les uns envers les autres. Et je pense qu'effectivement, on vit maintenant une phase un peu difficile parce que tu disais tout à l'heure, Valérie, que ça a l'air ça fait pas si longtemps, mais je pense que ça peut maintenant durer quelques temps maintenant de retrouver une normalité. Et puis, qu'est-ce que la normalité finalement? C'est plutôt peut-être se dire il y aura eu avant et après Covid. Et puis, je pense qu'on doit vraiment tous trouver nos repères. Et là, je pense que c'est difficile là, pour le moment parce que j'ai l'impression que justement, il n'y a pas de bonne. La tendance, elle n'est pas tout à fait définie en tout cas aujourd'hui. On est en plein dans le questionnement. Ouais, je comprends. C'est très, très bizarre. Moi, l'autre jour, j'ai pu aller manger avec une cliente au resto. Je pense qu'elle doit être par là. Et après, on était boire un café toutes les deux et j'ai eu la chance de rencontrer son mari. Et on s'est serré la main. Mais tu sais, c'était vraiment un réflexe, quoi. Et puis, après, on s'est dit, oh, mince, on n'a pas le droit de se serrer la main, quoi. Donc, c'était vraiment… Après, on a repris la distance. Donc, c'était des infections et tout. C'était vraiment très bizarre, quoi. Comme, je pense qu'on doit réapprendre. Vraiment, on va être en période d'adaptation probablement continue, quoi. Et c'est cette phase je ne sais pas si la phase de rebond, elle a déjà commencé ou si vraiment on sera en rebond adapté, quoi. Ouais. Il faut se laisser un peu du temps et ne pas être trop impatient de retrouver justement les repères qu'on avait avant. Et je pense qu'effectivement, il faut se remettre en question pour se dire, pouvons-nous changer nos comportements, notre façon de voir la vie, voir l'être en face de nous, enfin, où on est dans sur cette terre. Et je pense que ces questionnements-là plus fondamentaux, je pense qu'ils font du bien et je pense que ça fait même du bien que ça tienne encore un long moment. Je ne suis pas impatient de trouver une issue, une réponse à toutes ces questions. Je pense que ça doit mûrir et ça doit prendre du temps pour retrouver peut-être même quelque chose d'autre, parce qu'on est tous les mêmes, on aimerait retrouver ce qu'on avait avant, mais est-ce que ce qu'on avait avant, est-ce que ça va, enfin, voilà, est-ce qu'on va le retrouver? Et je ne suis pas sûr, et je me réjouis même de me dire qu'il y aura peut-être quelque chose d'autre, et je ne suis pas pressé encore de le chercher absolument chaque jour lorsque je me lève. Ouais, j'aime bien cette notion de on a le temps, en fait. Oui, puis l'idée, c'est peut-être d'ancrer justement les nouvelles pratiques qui ne sont pas comme avant. Et que ça demande un peu de temps parce que c'est vrai que c'est peut-être souhaitable qu'on ne retourne pas surtout comme avant. Quoi, surtout en 2 mots. Donc, du coup, peut-être qu'il y a cette phase effectivement qu'on appelle le rebond pour capitaliser sur ce qu'on a vécu d'exceptionnel, de garder le meilleur
pour en faire peut-être notre nouvelle normalité. Si je peux juste, il y avait Ahmed qui voulait partager en fait un autre regard d'un autre monde en fait. Et je pense que ça peut être super intéressant aussi de confronter notre monde de l'entreprise avec sa propre expérience à lui et de lui comment il a vécu ça dans son monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Valérie. Merci à votre association pour l'organisation de cette table ronde. En écoutant Marie-Paul, Stéphane et Samuel, en fait, tout ce qu'ils ont dit, premièrement, correspond à ce que moi j'étais chef d'entreprise. Permettez-moi de me présenter pour ceux qui, la plupart, ne me connaissent pas. Alors, moi, je m'appelle Amel Gargouri, je suis président d'une association de parents d'élèves à Tunis. Il y a ma collègue Imen qui est présente avec moi aussi. Alors, tout ce qui a été dit, en tant que chef d'entreprise et encore en contact avec le monde professionnel, ressemble parfaitement à ce qui a été vécu chez nous, en Tunisie. Que ce soit, moi, je viens du monde des nouvelles technologies, comme Stéphane, où nous avons pratiquement toutes nos filiales ont eu recours au télétravail et ont dû s'adapter très rapidement. Nos restaurateurs comme Samuel, ils sont adaptés pour livrer leurs produits. Mais moi, j'aimerais parler exposer, parce que tout ce qui a été dit, que ce soit l'état d'urgence, la phase d'adaptation, etc., nous l'avons vécu dans le système éducatif. Alors, moi, j'ai préparé, m'accorder 2 minutes. Alors, 2 minutes, Ahmed, parce qu'après, on doit 2 continuer. minutes, pas plus. Alors, nous avons vu que le monde professionnel a été touché de plein fouet par la crise, cette crise sans précédent. Des entreprises ont dû fermer, d'autres se sont adaptées en recourant au télétravail, mais le monde de l'éducation a été aussi bouleversé par les contraintes et les conséquences du confinement. Nos établissements scolaires ont fermé leurs portes le 20 mars dernier. Les élèves, les parents, les enseignants, etc., bref, toute la communauté éducative s'est trouvée du jour au lendemain face à une situation de crise sans précédent. Notre établissement, qui est un lycée, il fait partie du réseau des établissements français à l'étranger, a été très réactif et a instauré, à partir du 23 mars, 3 jours après, une continuité scolaire obligatoire pour l'ensemble des élèves du collège et du lycée, à laquelle aucune des parties n'était préparée. Alors, les enseignants ont bénéficié d'une formation pendant le week-end pour savoir, parce que tout le monde ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Les élèves du lycée plus autonomes et à l'aise avec les nouvelles technologies se sont adaptés rapidement. Les collégiens ont bénéficié de l'encadrement de leurs parents, mais pas toujours, pas tous, car certains parents ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Les parents ont dû acheter des équipements, PC, scanners, imprimantes, augmenter la connexion Wi-Fi pour permettre à leurs enfants de suivre cette continuité scolaire. Nous, en tant qu'association, on a dû aussi nous adapter à la crise pour briser l'isolement des parents.
Ahmed, j'adorerais vraiment, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est passionnant. Le truc, c'est que je vois le temps filer. Alors, je suis obligée de vous interrompre. Et puis, D'accord, c'est j'ai bon. vu qu'il y a d'autres choses très intéressantes qui passent dans le chat. Et puis, j'aurais voulu donner un tout petit moment la parole à Alain, qui parle qui met en fait mobiliser de nouveaux repères, c'est possible. Et j'adorerais juste l'entendre exprimer en fait ce qu'il disait autour des nouveaux repères. Merci beaucoup, Ahmed. Merci. Alain, c'est éteint, il faut rallumer le micro. Yo. Oui, c'est bon. Ouais. C'est bien. Merci de m'accorder un petit espace de parole. Moi, je suis intervenu sur redonner des repères, c'est possible, parce que je travaille depuis à peu près une trentaine d'années sur qu'est-ce qui fait que l'on passe à l'action. Moi, j'ai beaucoup aimé les propos de Marie sur on peut changer ça, on peut adapter ça, on peut remettre en question ceci ou cela. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est qu'est-ce qui mobilise ces mécanismes, parce que les recettes, finalement, elles sont interminables. Pour chacun d'entre nous, on aura notre truc intuitif. Et ce que j'ai construit avec toutes ces années, c'est une ou deux certitudes bêtement basées que sur ce que je connais, donc avec ses limites. Hein. C'est que je m'aperçois que toutes les personnes que je rencontre qui font des choix, je reprends l'exemple de Samuel tout à l'heure qui disait « moi je me concentre sur ce sur quoi j'ai de l'influence ». Il ne fait pas que ça en fait à mon avis, parce qu'il fait un choix. Il fait un choix où il a de l'influence, ça s'appelle de l'agentivité au passage, mais en plus, à mon avis… Ça s'appelle de l'agentivité. Agentivité, ok, merci. Je ne connaissais pas le terme, génial. En fait, c'est la capacité, enfin la croyance que je peux influencer mon futur. Okay. Ah, wow. Ce que j'observe dans cette crise, c'est qu'il y a encore moins de personnes que je pensais qui ont cette croyance qu'ils peuvent influencer leur futur. Ce n'est pas si facile. Et le travail de recréer des repères, c'est peut-être rajouter de manière un peu plus consciente et lucide le sens de ce qu'on fait. Et là aussi, j'adhère dans ce que disait Marie tout à l'heure sur posez-vous des questions sur le temps privé, le temps personnel, parce qu'il n'y a pas que une marge d'activité étroite, on est multiple, on a plusieurs vies dans une vie. Donc, je pense qu'en retravaillant très concrètement sur le sens des choses, sur le pourquoi en deux mots, j'ai envie de faire les choses, mobilise pas mal de motivation. En fait. C'est pour ça que je me suis permis de glisser ce commentaire, parce qu'en fait, c'est mon job depuis 30 ans, c'est comment générer un développement continu, spontané, soit d'un individu, soit d'une organisation. Et je trouve cette question passionnante, parce qu'évidemment, je n'ai aucune réponse toute faite non plus. Par contre, j'ai des outils, j'ai évidemment des méthodes que j'utilise dans mon activité de consultant. Génial, merci beaucoup pour le partage. Frédéric, est-ce que tu te sens déjà prêt pour partager ce qu'on vient de vivre tous ensemble pendant 1 heure, ou tu veux que je… Oui, voilà. J'ai pris quelques notes. Je vais partager avec vous. En fait, j'ai essayé de créer un peu un nuage de points sur un nuage de mots. Je ne sais pas si vous pouvez voir mon écran. Oui, ouais, c'est bon. Comme ça va servir un peu de fond d'écran à la petite synthèse que j'ai essayé de préparer. En fait, sur les 3 thèmes, donc bonjour à toutes et à tous, sur les 3 thèmes, en fait, il y avait un certain nombre de choses assez fortes qui sont revenues. Sur la gestion de la crise, qui est quand même pas mal ressorti, c'est que tout le monde a dû s'adapter. Je crois que c'est revenu de manière très très forte, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en fait c'était un monde où, même si on était à distance, il y avait plus de densité dans les rencontres. C'est apparu au travers de les personnes qui devaient faire des formations ont dû s'adapter, le faire rapidement, mais en même temps les gens devaient être plus concentrés, pouvaient se trouver finalement plus efficaces, efficients, même s'il devait falloir utiliser les nouveaux outils. Par contre, l'activité de l'entreprise, bien évidemment, était
a été revue. Et puis, les activités de prospection, aussi bien pour des raisons physiques, mais aussi pour des raisons de disponibilité des clients potentiels, en fait, elle s'est plutôt concentrée sur gérer les relations avec les clients actuels. Mais ça a justement amené à des phases d'adaptation extrêmement importantes. Et Marie-Paul, aussi bien que Stéphane et Samuel, ont élaboré, Marie-Paul l'a pas mal articulé, je trouve, au travers des différentes étapes au travers desquelles tout le monde a dû passer, cette recherche de sécurité, l'organisation de son temps, est pas mal revenu à différents moments, le fait de pouvoir gérer les transitions entre les temps de travail et les temps privés, et qu'au final, on a trouvé qu'on était peut-être plus efficace, mais que d'un autre côté, les ressources étaient importantes. Et la petite remarque en fait, on était plus comme un iPhone que comme une pile Duracell était assez intéressante. En ce qui concerne le rebond, ce qui est ressorti, semble-t-il, c'est que en fait, on a tous adopté et toutes des nouvelles pratiques, qu'on est encore dans une phase de transition. Donc, le rebond, on peut le percevoir, mais qu'on est avant tout dans une recherche en fait de pérenniser les choses que l'on a appris, auxquelles on a dû s'adapter, tout en essayant de revenir à ce qui nous semblait une normalité avant. Voilà. Donc, voilà les quelques faits saillants que j'ai pu retenir des différentes discussions. Merci beaucoup. Ouais, je trouve juste dingue. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Frédéric, pour ta synthèse. J'ai envie de prendre la température. Et d'habitude, la dernière fois, parce que en fait, je ne sais pas si on peut dire déjà d'habitude au bout du deuxième, mais on fait un tour d'écran en donnant 3 mots en fait qu'on a envie de retenir par rapport à ce moment qu'on vient de partager ensemble. Là, j'ai autre chose qui m'est venue, mais restons sur nos 3 mots. Donc, j'ai envie de proposer, si vous êtes OK, que chacun synthétise, alors vraiment, de donner pas d'explication, vraiment les 3 mots en fait qui représentent cette table ronde et que vous emportez avec vous pour la suite de votre transition adaptation rebond. Samuel, toi, qu'est-ce que tu emportes avec toi comme mot? Alors, le partage enrichissant des expériences des autres. Waouh. Merci. Marie-Paul, hein, toi? Moi, je dois obéir à mince. Oui, tu dois obéir. 3 mots dans le cadre. Je vais me rappeler de pourquoi en 2 mots. En fait, je vais me rappeler de cette idée de rebond et en proposant de danser à la place de rebondir. Super. Et puis, j'ai un peu triché. Là, oui, là, tu as triché, ouais. L'idée de transformer aussi. OK. Transformer, imaginer. Merci beaucoup. Alors, pour que j'oublie personne, je vais aller dans le sens de mon écran. Donc, je suis désolée que ce n'est pas dans l'ordre. Stéphane, tu arrives après. Mais OK. Ça, tu peux encore réfléchir un petit coup. Sylvie, tu es juste après. Alors, qu'est-ce que tu retiens, toi? D'aujourd'hui, c'est vraiment l'humain, l'avenir et l'amour. C'est beau. Et toi, Valérie? Moi? Oui. Ouais. Il n'y a que moi là. Il n'y en a que les deux aujourd'hui. Écoute, moi je suis encore tellement dans le sujet que je dirais le temps. Je dirais l'adaptation et puis je dirais rituel. Merci. Diane? Je prends le micro, vous m'entendez? Oui. Ouais.
Alors, moi, j'ai retenu 3 mots. Le premier, c'est ingéniosité. Le deuxième, c'est amour. Et le troisième, eh ben, que j'ai appris, agentivité. J'adore. Ah, ça va être mon gros kiff aussi. Et Dominique, toi, qu'est-ce que tu emportes avec toi? L'être, agentivité aussi, et connexion. Merci. Frédéric? Alors moi, je retiendrai la pile Duracell, l'efficacité et le côté relationnel, humain, social qui est indispensable. Ouais, merci beaucoup. Stéphane, je suis à toi cette fois. Enfin, nous arrivons vers toi. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé tout au début, on a parlé de résilience. J'aime beaucoup la résilience. J'aime le réjouissement. J'ai envie de me réjouir, en fait. Ouais. Et le renouveau. Cool. Merci beaucoup. Philippe? Alors pour moi, c'est la pleine conscience, la conscience et puis l'humanité. Merci beaucoup. Alain? Alors, dans l'ordre pour moi d'importance, il y aurait le sens, évidemment, ensuite l'influence, et je termine avec l'autonomie. Merci beaucoup. Floriane? Alors, oui, moi, j'ai mis 3 mots. Donc, j'ai mis le choix, pour commencer. Résilience aussi. Et puis, transition. Merci. Marie-Jo? Salut Marie-Jo. Active ton micro. Ouais, top. Le son. C'est bon. Ouais. J'ai eu pendant tout le long l'impression d'être à côté et puis de ne pas avoir vécu la même période. Donc, j'ai mis adaptation, perception et création. Merci beaucoup. Attends, j'ai perdu le fil parce que… Ah, mais ça a bougé! Ah, c'est pas cool! Ahmed, toi, tes 3 mots. Micro. Oui, il faut activer le micro, Ahmed, on n'a pas entendu. Désolé. Alors, 3 mots, rebondir, s'adapter et réfléchir. Réflexion sur le futur. Ouais, superbe. Sandra, qui est nommée Cédric. Je suis pas sur mon PC. Oui, j'ai pensé, ouais. Moi, je dirais aussi résilience, nouveau rite, pas rite tout seul, nouveau rite, et invention. Merci. J'adore. Merci à vous tous. Je crois que j'adore ce tour de table. Je crois que c'est le meilleur moment. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup pour vos contributions. Béatrice. Pardon. Moi, c'est confiance, adaptabilité et connexion. Et Sylvie Desclous. Oui, bonjour. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est ouverture d'esprit, c'est la transformation et puis l'introspection de soi, en fait. Merci beaucoup. Catherine. Oui, pour moi, c'est un échange diversifié et éparpillé. Ah. Merci beaucoup. Fanny? Alors, pour moi, c'est rebondir, avenir et créativité. Rebondir, avenir et créativité. Merci. Sandro? Pour moi, c'est interconnexion, renouveau et authenticité. Merci beaucoup, Sandro. Et toi, Sabrina? Pour moi, c'est accélérateur de décision, adaptation et relation au temps.
Merci beaucoup. Alors, les personnes qui sont sans vidéo, ça sera pour la prochaine fois. Et peut-être je vais te donner les miens. Résilience, agentivité, moi je kiffe ce mot. Et réjouissement, ouais. Oui, moi je veux voir la suite, quoi. Je suis au taquet, je veux voir la suite. Ok, merci beaucoup tout le monde. Merci Stéphane, merci Marie-Paul, Samuel d'avoir été là, d'avoir partagé, d'avoir vraiment ouvert votre cœur, vos tripes sur cette période qu'on a vécue, d'avoir été sincère et authentique. Et merci à tout le monde pour vos messages dans le chat, vos remarques. C'est super intéressant, vraiment. Je croyais pas en fait qu'on pourrait faire des trucs vraiment cool en ligne à ce point-là. Donc, c'est chouette. Merci pour les partages. Merci Ahmed d'avoir pris un petit moment pour nous raconter ce qui se passe chez vous en Tunisie. Et donc, je vous rappelle que ceux qui sont dans la région, vous êtes les bienvenus pour un apéro à 18h. Et si vous pouvez, bien sûr, apéro spontané au domaine danse à Aran. Et on vous tiendra au courant de notre assemblée générale au mois de septembre. Que, évidemment, si vous voulez rejoindre les bâtisseurs du futur en tant que membre et vous engager, et je pense que vous savez que les premiers membres sont les plus engagés, vous êtes les bienvenus à contribuer à la construction de l'avenir et du monde de demain, notamment en entreprise. Et abonnez-vous à la newsletter si vous ne l'êtes pas encore. Et comme ça, vous recevrez des informations sur nos prochains événements. Et vraiment, je vous invite à remplir notre étude de marché et puis la partager sur les réseaux sociaux. Ce serait vraiment cool que vous nous donniez un petit coup de pouce. Vraiment. Merci beaucoup à tous. Et encore une fois, merci beaucoup à nos invités d'avoir pris le temps de la préparation aussi et puis de la présence là maintenant. Merci pour votre disponibilité et réactivité. Et merci à tout le comité pour toute la contribution sur l'animation de cette journée de la préparation. Voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt. Prenez grand soin de vous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup.